Voilà, madame, monsieur, bonjour, bon appétit si vous êtes encore à table. Vous êtes en direct sur RHT, la radio haute tension, et puis sur Canal 10 dans le ZCL. Bonjour Mendy. Bonjour Daniel. On va tout à l'heure décliner nos invités. Le premier, ce sera Mr. Debriefing. On l'appelle comme ça aussi. Tout le monde sait, Xavier Cordoval. Avec lui, on va parler un petit peu de son émission, une émission spéciale, mais aussi de la politique. Et puis, on va recevoir tout à l'heure un autre Xavier, mais celui-là, c'est Xavier Verton. Il est consultant en système d'informatique intéressant. Et puis, François Rosamond, notre spécialiste de l'Amazone Caraïbe. Et plus tard, qu'est-ce qu'on dit, Mendy? La chronique ou les chroniques juridiques? La chronique juridique. La chronique juridique, d'accord, tout à l'heure. Bien, les titres tout de suite, Mendy. Oui, donc voyons ce qui fait l'actualité donc, de ce jeudi 4 mai 2017. Et on poursuit notre visite du côté de la foire de Paris avec cette fois les stands de la Guadeloupe, notamment celui de la Cassaverie de Cap-Esterbello, ainsi que des bijoux artisanaux du Lamentin. Et on terminera avec de la mode puisque l'équipe Elite Model Look Anti-Guyane recherche ses nouveaux visages. Une tournée de 3 castings a été organisée, une en Guyane, une autre en Martinique et donc en Guadeloupe au centre commercial de Destrélan. Donc c'était samedi dernier, nous le verrons en fin d'édition. Merci Mendy, je vous l'ai dit, on reçoit Xavier Cordoval. Alors d'abord il faut le dire, demain on ne pourra plus parler politique puisque le CSA nous a envoyé d'ailleurs son dernier avis sur la question 24 heures avant une élection générale. Tout est fini et c'est la raison pour laquelle ce soir, Xavier, vous recevez des gens pour oui, c'est ça, les experts. Bonsoir Dany, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10 et notamment ceux de ZCL. Vous l'avez dit, ce soir dans le cadre de Débriefing, une émission... c'est un débriefing spécial. C'est un débriefing, comme tous les débriefings, sont tous spéciaux, mais celui-là l'est encore plus. Il est encore plus, forcément, parce que la proximité, non seulement avec le deuxième tour des élections présidentielles, mais également avec le débat d'hier soir, qui a été un tournant fondamental de cette campagne électorale, fait que, de fait, il y a matière à débattre, et les experts donc, de débriefing vont s'en donner à cœur joie, on l'imagine, autour de Charles François, que l'on connaît bien, expert comptable. Il y a également Priscilla Romain, qui commence à faire sa place dans le cadre de débriefing et qui a toujours une analyse qui est assez fine et pertinente. C'est ce que l'on recherche, comme celle que nous livre régulièrement Maître Beaubois, qui nous fera l'honneur de sa présence, des touches bien sûr, maître de conférence à l'université qu'on ne présente plus, qui a une affinité politique et qui a de vrais chromosomes politiques et qui sont de plus en plus vivaces. Alors, il nous en parlera également, il nous dira la manière dont il a ressenti cette deuxième campagne qui s'est annoncé donc au soir du premier tour, mais également donc ce débat qui a été forcément un temps fort. Justement, alors, en avant-première, quel est votre sentiment quand vous avez vu ce débat? Je dis débat entre guillemets, moi. Alors, je vais faire, puisque je me suis dévoilé, généralement, on nous demande, nous, en qualité de journaliste, de garder une certaine réserve. Je n'ai pas pu la garder, cette réserve, et je me suis exprimé sur Facebook, j'ai dit, définitivement, même si j'avais pris le temps de la réflexion pour mon choix est arrêté, aujourd'hui je voterai Macron. Pourquoi? Au-delà du fond, sur lequel j'imagine qu'on reviendra dans quelques instants, la forme m'a interpellé. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui veuille gérer le destin de 66 millions de personnes, 66 cas différents, 66 millions d'âmes différentes, avec des pays aussi divers que la Savoie, l'Ardèche, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Corse, chaque fois des spécificités particulières, regardez celle de la Guyane. Et on puisse se permettre pendant 2 heures des effectifs de cette sorte. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Je m'attendais à quelqu'un qui prenne de la hauteur, qui ait une vraie explication pédagogique, qui nous dise voilà la manière dont voilà où vous êtes, voilà où nous sommes. C'est la vacuité en fait. En fait, le problème de Marine Le Pen, c'est ça, c'est qu'elle n'avait rien à défendre réellement, elle n'a pas de vrai projet, elle maîtrise rien du tout, elle maîtrise pas ses chiffres, elle maîtrise pas son programme entre guillemets. Donc résultat des courses, elle a passé 2 heures à invectiver, à essayer de ridiculiser, elle a fait le pétrin. Je ne serais pas aussi catégorique que vous dans la mesure où 7 millions
millions de Français ont quand même porté leur suffrage sur le nom de Marine Le Pen et du Front National. Oui, mais sous le nom du Front National, mais Marine Le Pen aujourd'hui, j'ai envie de le dire, oui, et venant de ma bouche, c'est un peu particulier, son père était mieux, dans le genre. Son père était mieux. Oui. Il n'avait plus de fond, il n'avait plus de fond. Là aussi, je serais plus modéré. Je serais plus modéré parce que les propos qu'il a eu à tenir, notamment les dernières mandates. Il a encore fait preuve d'homophobie. Mais oui, c'est un homophobe. Non, je parle en termes de débatteur. Ah oui, non, c'est une autre dimension. Oui, c'est ce que je dis en termes de débatteur. Oui. Non. C'est un contradicteur. Tous les journalistes français disaient c'est un bon client. Marine Le Pen n'est pas un bon client. Non, malheureusement, je pense qu'elle a voulu. Sa posture était une posture provocatrice. Oui. Clairement, elle a une posture où elle a tenté, dans sa communication, au travers de ce débat, parce que la communication politique, c'est une communication importante, mais elle intervient au travers de l'émetteur et du récepteur. Le récepteur étant le téléspectateur, au final, l'électeur, le citoyen lecteur. Sa communication verbale n'a pas été bonne. Sa communication. Même gestuelle et de posture n'a pas été bonne. Pourtant, on a quand même le sentiment, on ose l'imaginer, elle a préparé son débat. Est-ce à dire qu'elle a eu le sentiment... Elle avait ses dossiers. Elle a sous-estimé Emmanuel Macron. Elle a sous-estimé Emmanuel Macron, qui lui est arrivé sans note, et qui a été pour le moins assez pédagogique et cohérent. Oui, et calme, et surtout très calme. Très calme. Alors, ça, c'est même s'il a quand même perdu son sang-froid quand on traite son interlocuteur, même si... Et c'est là aussi qu'il faut savoir prendre de la hauteur. Vous savez de quoi je parle. Quand on est amené à diriger un État, l'autre peut être en invective, mais vous n'êtes pas obligé de lui remettre. Il l'a quand même appelé parasite. Et l'appeler parasite, c'est quand même traiter 7 millions de Français de parasites. Tout à fait. Voilà, ça peut être... Attention, je parle en termes de clientèle politique. Quand on fait du commerce politique et qu'on vend de la politique publique et donc de la politique, il s'agit de respecter tous les citoyens. Et il y en a quand même plus de 7 millions qui se sont prononcés sous le nom du Front National. Il faut les considérer. Alors, Macron a reçu un soutien de poids aujourd'hui, vous le savez. Barack Obama, oui. Alors, à votre avis, ça va peser dans la balance ? Je ne pense pas que ça ait été nécessaire que Barack Obama se prononce en ce sens. Ceci étant, ça reste un citoyen du monde. Barack Obama est une personnalité que nous admirons et on sait pourquoi. Quand on se regarde dans le miroir, on ressemble plus à Barack Obama qu'à Trump, forcément. On a plus de choses en commun. Et tant mieux. Ceci étant, c'est vrai que Barack Obama venant appuyer Macron, s'il y avait encore des indécis autour donc de tous ceux qui sont déjà conquis, bon, c'est vrai que ça peut... Je pense que Barack Obama, c'est quelqu'un qui peut ramener près de 2-3 millions d'électeurs supplémentaires à Macron, très certainement. Alors, très certainement. Le dernier sondage sorti après le débat, 60-40, bon, ça n'étonne personne. La question qui se pose maintenant, c'est le jour d'après. 60-40, ça reste quand même relativement faible. Oui, mais... Quand on a connu 80-20 avec Chirac et Jean-Marie Le Pen. C'est pas le même contexte. On est d'accord. Alors, je posais la question du jour d'après. C'est-à-dire, on imagine que Macron, dimanche soir, il est élu. Lundi, c'est le 8 mai, donc c'est férié. Le jour d'après, mardi, je vous retrouve bien là. C'est là, en fait, et je vous renvoie d'ores et déjà à des briefings ce soir. Oui. Parce que nous sommes toujours dans la projection. Qu'est-ce qu'il va devoir faire, Emmanuel Macron ? Eh bien, c'est là toute la question. Déjà, le nom de son Premier ministre. Personnellement, j'imagine que ça sera François Bayrou. Pourquoi ? Pour 2 raisons. François Bayrou a un positionnement... Il est respecté de toute la classe politique française. Ouais. Ceci étant, ensuite, il a une position médiane, puisqu'il est du centre. Ouais. Ça permettra à Emmanuel Macron, stratégiquement, puisqu'il a déjà les voix de la gauche, de pouvoir chasser un peu sur les parlementaires de droite. Parce qu'il s'agit non seulement de mettre en place un Premier ministre, mais de lui donner la possibilité, en un mois, de mener une campagne législative qui déterminera la survie du gouvernement qu'il vient de nommer. Parce qu'il en a besoin. Et oui. Et c'est là tout le jeu. Emmanuel Macron n'a pas de député. Il n'a pas de groupe à l'Assemblée nationale. Il est complètement démuni. Il est en marche pour en créer un. Ouais. Si c'est Marine Le Pen, elle a 2 parlementaires. Collard et Marion Maréchal Le Pen. Ça fait 2. Ils en espèrent 80. Marion et sa tante ne sont pas toujours en phase. Ils en espèrent 80. Ouais. Donc ils ne pourront jamais avoir la majorité. La majorité, c'est 259, comme on le sait. Donc forcément, dans un mois, approximativement, le 7 ou 8 juin prochain,
il y aura forcément une majorité de composition, une majorité législative de composition, c'est-à-dire elle sera macroniste pour partie, elle sera forcément de droite, parce qu'il reste encore des parlementaires forts, et il y aura aussi une réminiscence de la gauche et une petite partie de l'équipe Bayrou du Modem. Dernière question, Xavier Cordoval, le macronisme en Guadeloupe, ça vous interpelle? Le macronisme en Guadeloupe est porté par l'homme fort du moment. Toutes ces périodes sont des périodes cycliques. Et je vous remercie de me poser cette question. Aujourd'hui, c'est Harry Chalus qui est le timal de la pièce. Alors c'est lui le shérif, avec le pistolet, c'est lui qui dicte un peu le là. On a eu juste avant lui Victorin Lurel, qui était un homme très fort également. Alors c'est lui qui avait 3 étoiles. Okay. Et à peu de temps avant, vous vous rappelez, on avait Lucette Michaud-Chevry. Elle avait également le général. C'était le général. Et avant, on a eu la Rifla, qui était un patron. On a eu Lubette, on a eu... La Rifla demeure toujours un patron. Oui, non, mais de manière... Oui, dans l'ombre. Dans l'ombre. On a eu des périodes comme ça. Aussi, on remonte plus loin, il y a eu Jalton, il y a eu Bernier. Enfin bon, l'histoire de la Guadeloupe est marquée d'hommes forts. Ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, et la vraie question que moi je pose aujourd'hui en qualité de chroniqueur, d'observateur de la vie publique, si demain Macron est élu et qu'Harry Chalus est nommé ministre, quelle différence, de moins en moins probable. Non, quelle différence il y aura entre la mandature Lurel et celle de Chalus? Je pose la question. On a reproché à Victorin Lurel d'être ministre des Outre-mer et donc de délaisser la fonction de président de région. Mais il avait pour autant déjà effectué un premier mandat. Tout à fait. Vous vous rappelez? Là, ça serait totalement différent. 2 ans découlés ou approximativement, Harry Chalus devient ministre. Il est donc hors du cadre régional. Comment les électeurs vont le vivre? Vous croyez vraiment qu'il sera ministre? Moi je l'espère. J'espère pour lui. C'est une ambition légitime. Et pourquoi légitime? Parce qu'il est politique. Macron parlait d'un gouvernement très resserré. Oui, non, mais forcément. Mais Harry Chalus est un homme de défi. Et on peut lui reconnaître ses qualités et ses défauts, mais il a quand même une vraie ambition. Il était maire de Bémao, il est devenu député. Il était 3e homme. Non, 4e. Monsieur et Madame Chamougon, Monsieur Mado, et ensuite il y a eu Harry Chalus. Il est arrivé à être maire. C'est exceptionnel. Député, maintenant il va se retrouver, peut-être sans doute, il était président du conseil régional, ministre. C'est formidable, c'est une ambition qui est légitime. Je lui reconnais et je le félicite pour autant. Par ailleurs, la destinée de la Guadeloupe reste quand même ma priorité à moi. Et donc je reste vigilant, je regarde ce qui se passe. Vous avez comme le rendez-vous ce soir à quelle heure? À 20h30 avec débriefing, et j'espère que 2 heures de débriefing? Non, 1h30. 1h30. Et je profite de ce passage ici à ZCL pour réitérer mon invitation. Vous venez quand vous voulez. D'accord. Vous avez déjà eu l'occasion de venir. Peut-être que ce soir, je pense qu'il fait un tour quand même. Peut-être. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Mandi, c'est également valable pour vous. Vous ne pouvez pas parler de politique tous les jours et ne pas venir vous exprimer. Ce serait intéressant. Dans des briefings. Voilà, il est 12h47 Mandi. On reprend le fil de l'actu. Et on va recevoir tout à l'heure notre Xavier Verton s'il est arrivé. Sinon, on démarre. Je vous le disais, nous en parlions donc en début de semaine. Les employés donc du centre de tri La Prosse ont décidé donc de lancer un préavis de grève. Après 3 jours, où ils en sont? Y a-t-il eu des avancées? Après un premier échange avec donc la direction, les négociations ont été rompues. Les salariés ont donc décidé de bloquer l'entrée de la Poste. Nous sommes donc allés à leur rencontre afin donc de savoir où ils en sont, mais il semblerait qu'une nouvelle réunion soit donc prévue cet après-midi avec la direction. Un reportage signé Michel Héraclide. Pour la population bien comprendre que là, nous avons 3e jour de grève nous et nous avons buté toujours le même point là, c'est-à-dire l'effectif. Nous avons demandé plus d'effectifs en disant centre de traitement là ça. Aujourd'hui, nous avons 94 personnes en centre là, mais le centre là n'a pas tourné avec 94 personnes, il a tourné à peu près avec une cinquantaine de personnes. Mais nous avons dit que seule alternative pour faire cette place à tourner et pour une meilleure qualité de service pour la population et les usagers, c'est de mettre plus effectif et augmenter cette production là. Mais nous pensons que nous en grève
nous proposons de combler les positions de travail, nous proposons d'augmenter les effectifs et la poste n'est pas attendre rien pour l'an. C'est qu'à proposer nous, bien au contraire, c'est de projeter vers une nouvelle organisation qui a porté effectif là à moins 12. Alors, nous comprenons bien qu'elles sont véritable mépris qu'elle a lancé à travailler en dans ce centre-là, mais aussi pour la population qui attend des meilleures qualités de service. Parce que la première mission à la poste, c'est mission de service public. Nous pensons aujourd'hui que l'essentiel nous a dit, nous attendons, et nous avons plus de 95% des grévistes, et nous pensons que seule solution, et nous tous savons ça, c'est que l'on travailler mettre du bout, et bien c'est ça nous attendons. 19, 44, 18, ok, parfait. Je vais noter ça tout de suite. Voilà, donc on continue avec l'actualité. Dernière ligne droite, on en parlait, les présidentielles, c'est donc la dernière ligne droite. Après donc ce fameux grand débat entre donc les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen, lequel vous a convaincu? Qui voyez-vous donc à la présidence de la République? Des interviews signées Maxime Morel et Anne-Elisabeth Arcet. Je pense que celle que tout le monde ne veut pas ne sera pas élue, parce que personne ne veut d'elle. Aucun pronostic, parce que bon, pour moi c'est pareil, hein, parce que même les précédents, ils n'ont rien fait, donc c'est pas maintenant que ça va changer, donc voilà quoi. Après, je sais pas, chacun fait son choix, hein. Mais je suis pas très présidentielle. Aucune idée, on peut avoir de très belles surprises, donc je ne sais pas. On va dire Macron. Je pense qu'il passe. Mais bon, après, on verra bien. Là, je n'ai pas de réponse. Je sais pas trop. Ah, moi, je dirais plus Macron. Plus Macron. Même Le Pen aussi peut passer quand même, on ne sait pas. Mais je pense que Macron passera. Ça, c'est sûr. Moi-même, je vote pour lui. Bon, Macron. Voilà. Donc pas plus, hein. Il n'y a pas de photo, on peut dire sous les sondages, mais quand même, il y a quand même des doutes, mais je vois plus Macron. Voilà. Ben, je ne sais pas, ça risque de se jouer à très peu de choses, mais bon, on verra bien. Selon vous? Je ne sais pas. Je vous l'ai dit, un Xavier peut encarcher un autre, et puis après Xavier Cordoval, on parlait politique. On va parler d'autre chose avec Xavier Verton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je disais tout à l'heure, consultant en système informatique. Alors, c'est quoi ce job? On est consultant en système informatique. Eh bien, tout simplement, plus précisément, je suis consultant en système d'information. Donc, c'est beaucoup plus large que juste la partie informatique. Le consultant en système d'information apporte du conseil, ses éclairages à ses différents clients en matière de système d'information. Donc, le système d'information, c'est quoi? C'est globalement, au niveau d'une entité, d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée, la direction qui a en charge notamment les équipements, mais aussi les informations qui passent par ces équipements. Donc voilà, c'est... ça consiste... Alors, quand on dit information, on parle d'information, de nouvelles, d'infos. On parle bien d'information, système d'information. On parle de données qui sont organisées. Des data, en fait. Voilà, exactement. Des données qui sont organisées, qui transitent, qui sont stockées, qui doivent être traitées par toute organisation. Donc, c'est vrai, quelles que soient les tailles d'entreprise ou d'associations ou d'administrations publiques ou semi-publiques, voilà, qui sont en charge de ces... Alors, Xavier, je vais vous poser une question un peu précise. On parle souvent en France, enfin à l'étranger d'une manière générale, des hackers, des pirates, des gens qui entrent dans des systèmes d'information. Alors, on n'en parle jamais en Guadeloupe. Alors, est-ce que ça veut dire que nos systèmes d'information sont particulièrement bien verrouillés, protégés, ou alors c'est l'information ne circule pas sur ça? Non, en fait, alors... Un premier point, c'est que je me considère comme un hacker. Oui, bien sûr, un hacker légal. Tout à fait, il ne faut pas confondre le hacker et le pirate. Oui. Le pirate, c'est celui qui s'introduit dans un système d'information sans en avoir l'autorisation et qui souvent fait des dégâts. Oui. Donc le hacker, en revanche, c'est celui donc, qui apprend, qui expérimente,
va améliorer et qui va, on va dire, souvent bidouiller, mais parfois ce sont donc des chercheurs donc, qui contribuent à améliorer par exemple la sécurité également. Donc, est-ce qu'il y en a en Guadeloupe? Oui, il y a de nombreux. Est-ce que la Guadeloupe est l'objet d'intrusions, on va dire, maléfiques, négatives, comme ça arrive? Alors, comme tout territoire, la Guadeloupe est une cible également donc, pour les intrusions. Malheureusement, nous n'avons pas de données chiffrées des intrusions. Il y a à vos services, quelquefois, des entreprises également. Ça se passe plus souvent au niveau des particuliers qui remarquent qu'un virus a pu s'insinuer sur leur machine, et ça arrive également pour des organisations donc, qui doivent sécuriser en amont, puisque c'est pas intéressant d'intervenir en tant que pompier, c'est qu'il est déjà trop tard, il faut travailler en amont. C'est la prévention qu'il faut faire. Tout à fait. Mais beaucoup d'entreprises sont bien pourvues en matière de protection, mais ce n'est pas une protection à 100%. On ne peut jamais garantir. Oui, c'est ça que j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on peut être totalement étanche? Alors, on ne peut pas être étanche, on ne peut qu'améliorer et toujours s'assurer d'être au niveau, et on ne peut qu'évaluer en fait le niveau de risque auquel on est exposé et s'attacher à réduire ce risque. Oui. Et donc, on va prendre les choses courantes. De plus en plus, des cartes bleues sont piratées, etc. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, il existe, on va le dire, des protections? Par exemple, Mendy veut commander quelque chose à Amazon, par exemple, elle donne son numéro de carte bleue, paf, 2 mois après, elle se rend compte que sa carte a été débitée. Ça se fait aussi facilement que ça, malgré, parce que je prends Amazon, mais ça peut être n'importe quelle boîte là, d'autres FNAC disent oui, sécurisé. Est-ce que la sécurisation est réelle ou bien Alors, la sécurisation de certains sites est réelle. Vous pouvez évaluer la sécurité des sites sur lesquels vous commandez en fonction du navigateur, effectivement. Alors, comment on fait pour évaluer? C'est ça la question. Hein. Oui. Comment on évalue donc là, la problématique est au niveau du particulier. Donc, il n'est pas la même que pour ces entreprises qui, elles, effectivement, mais moi, sécurisent je commande, correctement. On me dit, mettez le numéro de votre carte bleue, le code, etc. Est-ce que je peux faire confiance, être fiable pour ce genre de choses aujourd'hui? Alors, une partie de mon métier est effectivement de former les gens. Oui. D'accord. Donc les utilisateurs aussi doivent être formés. Il faut savoir qu'il ne faut pas mettre votre numéro de carte bleue comme ça en clair sur un site pour commander. Même si c'est écrit sécurisé. Même si c'est écrit sécurisé, vous avez des possibilités qui existent. Il y a des outils. Voilà, souvent au niveau de votre banque, il y a des outils qui sont proposés pour vous permettre de payer de façon sécurisée pour chacun de vos paiements. Oui. Donc, il y a l'offre la plus connue qui est la carte bleue. C'est déconseillé de balancer son numéro de CB. Le vrai, tout à fait. Comme ça il est déconseillé d'utiliser votre vrai numéro de carte bleue en clair sur un site, même s'il est sécurisé. Même s'il est sécurisé. Tout à fait. Ça veut dire que ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité, même s'il est sécurisé, qu'on passe au travers. Tout à fait. Parce que le site est peut-être sécurisé, vous utilisez votre numéro, vous utilisez une machine et une connexion qui possiblement n'est pas assez sécurisé. Ah, d'accord. Donc, de bout en bout, en fait, il faut... c'est ça la sécurité. Toute la chaîne n'est pas à 100% étanche. Voilà, à partir du moment où vous avez un maillon faible, vous encourez un risque. Alors, c'est ce qui arrive aussi pour les Facebook piratés. Parce que beaucoup de gens, je disais que les grands centres ou bien les banques ou les organismes, ils ne parlent pas de piratage, mais beaucoup de gens disent « Ah ouais, mon Facebook, on l'a piraté » et ça devient de plus en plus fréquent. Est-ce qu'on peut protéger un Facebook? Alors, on peut le faire, que ce soit ce genre de site. Donnez votre numéro de téléphone, les gens qui nous regardent. Donc, que ce soit pour ce genre de site ou que ce soit pour une boîte mail ou quels que soient les profils que vous utilisez, les comptes que vous utilisez en ligne, il y a donc un minimum de sécurité, c'est-à-dire utiliser un mot de passe qui ne soit pas un mot de passe trop simple. La date de naissance, alors, chaque année, en fait, il y a un palmarès qui est établi des mots de passe les plus
piratés, et donc parmi lesquels on retrouve souvent le fameux 1, 2, 3, 4, 5 ou password. Voilà, ce sont les mots de passe les plus utilisés. Donc généralement, les personnes qui utilisent ça sont très exposées. Alors, le conseil à quelqu'un qui nous regarde, quand il fait son mot de passe, le mot de passe, pas le moins piraté, mais enfin, disons, le plus sécurisable. C'est celui dont vous ne vous souvenez pas. Ah, celui dont on ne se souvient pas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc en fait, il existe des outils pour pouvoir stocker son mot de passe. 4 chiffres, 2 lettres. Alors il faut effectivement faire une combinaison simple et aléatoire et qui n'évoque pas quelque chose de familier, composé de caractères compliqués, caractères accentués, des chiffres, des lettres. Également. Alors à l'inverse, est-ce que aujourd'hui certains logiciels permettent de pirater facilement, de retrouver mon mot de passe? Tout à fait. Vous avez des possibilités pour stocker vos mots de passe de façon sécurisée aussi, et là de façon plus aisée de gérer différents mots de passe, puisqu'effectivement il faut éviter de mettre le même mot de passe sur tous vos comptes en ligne. Parce qu'à partir du moment où vous en avez un qui est faible et qui a été compromis, vous risquez de compromettre tous les autres. Oui. D'accord. Non, mais c'est bon à savoir. C'est, on va dire, la base. Alors attention, votre mot de passe avec la date de naissance de votre premier enfant, là, ça ne fonctionne pas. Il faut supprimer ça très rapide. Enfin, je dis ça, elle rigole. Bon, enfin bon. Alors, autre chose. Alors, on a parlé de l'achat en ligne. Est-ce que, alors là, on vient au niveau de l'e-commerce. Est-ce que vous avez le sentiment, Xavier, que l'e-commerce se développe en Guadeloupe? Alors, je n'ai pas d'études précises sur les différentes sociétés qui sont montées en Guadeloupe, mais il y a une dynamique effectivement depuis quelques années, pas seulement au niveau de l'e-commerce, mais au niveau des différentes entreprises tech en Guadeloupe. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis également membre et administrateur de Guadeloupe Tech, donc qui est une association. Vous étiez au Canada récemment avec la délégation? Alors je n'y étais pas, mais notre délégation était effectivement présente, et avec notamment notre présidente Betty Fosta. Donc Guadeloupe Tech, c'est le cluster de l'économie numérique en Guadeloupe, donc on regroupe tous les acteurs de l'économie numérique, pas seulement des sociétés informatiques. Et effectivement, ça nous permet de voir la palette de métiers qui est assez vaste, qui ont trait au numérique, et qui ne se limite pas juste à l'informatique ou à la communication. Donc ce sont tout un tas de métiers qu'il vous faut découvrir. Et justement, bientôt, nous avons un événement prochainement, donc notre événement annuel, la startup.gp. C'est quel mois c'est? Alors si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être le 19 mai. Le 19 mai. Donc vous avez le site startup.gp en ligne. Et l'invité d'honneur cette année, c'est qui? Parce que l'année dernière, c'était Musquet, je crois, Gaël Musquet. Alors nous avions eu Gaël Musquet. Nous avons plusieurs invités cette année, puisqu'il y a des tables rondes. Je ne maîtrise pas la programmation, mais qui devrait être en ligne dans les jours qui viennent. Tout à fait. Alors, dernière chose, et je vous laisse partir. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que du point de vue de la formation, c'est-à-dire au niveau des écoles, même au niveau de l'université, la formation dans ce domaine-là, au niveau numérique, ça avance un peu, ça progresse? Alors ça tombe bien que vous me le demandiez, puisque depuis 1 an et demi, je m'attache à former maintenant les plus jeunes. Donc j'ai commencé avec les écoles, donc des enfants de 7 à 11 ans, à leur donner les bases du coding. Donc le coding, c'est quoi? C'est l'informatique créative, les bases de la programmation. Donc ils font de façon ludique. Cela leur permet donc non pas de devenir de futurs. Ça se fait à l'école, mais on fait ça en privé? Alors ça se fait à l'école. Pour l'instant, j'ai commencé avec les écoles, et à terme, donc pour tous ceux qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à me contacter, que ce soit pour des événements ou pour à faire dans un autre cadre. Donc ces enfants apprennent
l'informatique créative dans un but donc d'apprendre à créer des choses, voir comment penser au niveau de la programmation informatique. Donc ils apprennent vraiment comme un développeur, de façon ludique, avec des méthodes amusantes à programmer. Donc plus tard, ils arriveront à commander un robot, à fabriquer des mini-programmes, des applications, pourquoi pas pour des smartphones également. Et ça en étant tout petit. Alors j'imagine que le numéro de téléphone c'est le 0690 23 44 18, c'est ça? Exactement, le 0690 23 44 18 pour me contacter. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, @Keprix. Écoutez Xavier, merci d'être venu nous donner ces informations qui sont très importantes. Et j'imagine avant le prochain congrès de Startup Waduptech, on aura l'occasion de vous recevoir, ou peut-être d'autres personnes, mais enfin en tout cas, c'est toujours bénéfique d'avoir un spécialiste dans ce genre de domaine qui est très sensible. Merci. Il est pratiquement 13h et seulement 3 petites minutes. On va passer tout de suite à la page de pub et on se retrouve tout à l'heure avec bien sûr notre ami Francette Rosamond qui est là et notre chronique juridique, mais avant on aura développé l'information avec Mendy. Voilà. Retour donc sur le plateau de l'information tout de suite avec Mandy. Tout à l'heure, on va recevoir Francette Rosamond pour sa rubrique Amazon Caraïbes. Avec elle, elle va nous expliquer pour qui elle va voter tout à l'heure. Donc, ce sera en direct, pas rater ça. Et faisons tout de suite un rappel, Edith, pour ceux donc, qui nous rejoignent. Je le disais, durcissement donc, du mouvement à la Poste. Le centre de tri de Pôle Caraïbes était donc bloqué ce matin. Après un premier échange avec la direction, les négociations ont été interrompues, mais toutefois, une réunion est prévue cet après-midi à 15h avec la direction. Et on poursuivra tout à l'heure notre visite du côté de la foire de Paris avec cette fois les stands de Guadeloupe, notamment celui de la Cassaverie de Capesterre-Belle-Eau, donc qui a fait le déplacement, ainsi qu'on parlera de bijoux artisanaux avec une entreprise du Lamentin. Et on terminera avec l'équipe Elite Model Look Anti-Guyane qui recherche donc ces nouveaux visages. Une tournée de 3 castings a eu lieu en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Nous le verrons tout à l'heure en fin d'édition. On ne vous a pas retenu? Non, j'ai plus l'âge. Ah, dommage. Ça fera ce qu'ils perdent. Bref, alors, il est 13h12, je vous l'ai dit, on va parler un petit peu de Guyane, de la Caraïbe d'une manière générale, puisqu'on reçoit chaque semaine Francette Rosamond. Je ne sais pas si son générique est prêt. Alors, générique tout de suite Amazon Caraïbes, c'est parti. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Voilà. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver comme d'habitude tous les jeudis. Mais oui, on parle de l'actualité économique, mais l'actualité économique est commandée par le politique. Et hier soir, il y avait un débat qui a été vu par près de 16 millions de Français d'une manière générale. Vous l'avez sûrement regardé avec passion. Je l'ai écouté tout d'abord. Et puis ensuite, j'ai été voir quelques images parce qu'on se dit qu'il faut regarder aussi la gestuelle. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a marqué? C'était affligeant, quoi. D'ailleurs, j'ai titré ce matin Marine Le Pen, est-ce qu'on vote pour une farce, quoi? Parce que j'ai pas eu l'impression qu'on était devant un débat de niveau présidentiel, deuxième tour. C'est-à-dire que c'était quelque chose. On fait ça quand on est en train de s'échauffer avant de rentrer. Elle n'a pas de statut, en fait. Non, et je trouve que ça doit questionner les 178 000 habitants de l'outre-mer qui ont voté pour cette dame. Bon, Marine Le Pen a ses électeurs, son noyau dur, ok, mais on l'a dit, et je pense que c'est réel, beaucoup de gens ont rejoint en gros ses troupes parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils voient que leur situation ne s'améliore pas, voire se dégrade. Oui. Or là, est-ce que la colère peut justifier qu'on donne son vote à n'importe qui? Enfin, quelqu'un qui ne s'est pas préparé. Oui. Vu que là, très concrètement, elle ne maîtrisait pas grand-chose. Et du coup, effectivement, quand on ne maîtrise pas grand-chose, on est forcé d'être dans l'agressivité. Donc ce n'est pas un blanc-seing à M. Macron, mais c'est simplement de se dire, bon, attendez, il y a des choses à faire chez nous, certes, mais est-ce que c'est cette personne qui portera nos sujets? J'ai pas l'impression. Je crois qu'elle a perdu hier soir un bon nombre de ses soutiens. Elle s'est autodétruite, moi je dis. Oui. Elle s'est suicidée en direct. Elle s'est suicidée en direct. Oui. Parce que franchement, ce n'est pas...
elle était face à des réponses d'attaque, mais elle n'était pas face à des attaques. C'est elle qui a attaqué et c'est elle qui s'est mise dans cette situation assez incroyable. Quoi. Elle n'a rien explicité sur l'économique, sur ces dossiers, sur l'Europe, sur la double monnaie, là où on l'attendait. Voilà. Et vous savez, moi, j'écoute et je regarde tout ça depuis un certain temps. Et depuis longtemps, je dis, avec le peu de gens que j'ai discuté, je disais, mais Marine Le Pen n'a pas envie de gouverner. Non. Elle fait des choses, mais tellement... Elle attaque les fonctionnaires, la police, elle vient de raviver une mémoire du Val-d'Iv qui était carrément apaisée. Enfin, je me dis, des choses comme ça, c'est pas de nature, c'est pas quelqu'un qui veut gagner qui fait ça. Donc en fait, moi je pense que ça a été la démonstration que le Front National, comme d'autres partis minoritaires, qui sont là en train de toujours, comme je dis, qui sont dans le pli du système, c'est-à-dire voilà, tu es bien au chaud dans le pli, tu as des fonds qui te tombent parce que tu es censé représenter une voix, mais tu ne construis rien en fait. Et c'est pour moi c'est un vrai questionnement, parce que là je pense qu'il y a vraiment, c'était la démonstration qu'il y a tromperie sur la marchandise, quoi. Et personne ne gagne à ça, personne. Alors, je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un qui était ici juste avant vous, Xavier Cordoval, on parlait du soutien de poids obtenu par Macron, Barack Obama. Bah écoutez, c'est ce qui montre bien que la France est regardée dans le monde. En venant, j'écoutais que en Chine et au Japon, ils regardent ça comme si c'est quelque chose près de chez eux. Parce qu'en fait, pourquoi ? Il faut bien comprendre, parce qu'en fait, la baisse de l'euro aura des répercussions sur les. Donc ça démontre encore. Voilà, ça démontre encore que nous sommes dans un monde interdépendant. Nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation. Mondialisé. Et non seulement mondialisé, mais que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Les frontières, c'est une utopie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Est-ce qu'on s'arme pour pouvoir tirer son épingle du jeu de ce monde en mutation, ou est-ce qu'on se rétrécit et qu'on dit que c'est forcément l'autre dont viennent les problèmes ? Et moi, je pense que le Français, d'une manière générale, voire les ultramarins, nous sommes des gens qui avons l'habitude, de par nos géographies, d'être confrontés au monde extérieur. Attendez, c'est pas ça, quoi. Et par notre histoire aussi, d'ailleurs, depuis longtemps. Alors, on va revenir à nos sujets. Juste une question, ça va mieux en Guyane ? Écoutez, c'est pas reparti. Ce matin encore, le port était bloqué parce qu'en fait, il y a EDF et puis il y a des problèmes hospitaliers. Donc, il y a une rencontre qui se tient d'ailleurs en ce moment entre l'ARS et comment ça s'appelle, ce centre. Mais bon, on n'est pas encore dans l'apaisement. On n'est pas encore dans la remise en route, surtout que ce sont les mêmes qui ont signé l'accord qui se font grève dans notre secteur. Donc, quelque part, la situation n'est pas simple. La situation n'est... comment dire, la fusée est repartie. Enfin, il y a un tir qui doit avoir lieu, donc très bien. Mais enfin, les esprits ne sont pas encore suffisamment apaisés pour dire qu'on repart, pour se remettre au boulot, pour se retrousser les manches par rapport, vu que vous avez su que leur accord est paru au journal officiel, comme ça avait été annoncé, et que, en tout cas, certaines paroles très officielles disent que le prochain gouvernement va tenir ses engagements. On va se pencher sérieusement sur la question. Donc ce qui veut dire qu'il y a du boulot, quoi. Il y a maintenant ce qui a été obtenu, il faut se mettre en ordre de marche pour que ça devienne réel. Et là, pour l'instant, on est toujours dans des attitudes un peu... Dommage pour la Guyane. Voilà. Bon, ça va alors, absolument, on continue. Donc, nouvelle, comme je dis, pendant que tout ça se passe, les affaires continuent. Donc, un texte qui est paru au journal, enfin, un arrêté et un décret qui sont parus au journal officiel la semaine dernière, le 27, très important pour nous. Je vous en avais parlé en janvier, où je disais qu'il y avait une consultation par rapport, est-ce que nos VHU vont devenir des déchets, est-ce que ça va donner des obligations à ces constructeurs, notamment de gérer le stock. Et donc, effectivement, la semaine dernière sont parus ces deux textes qui actent que les constructeurs automobiles et les concessionnaires et tous ceux qui importent des voitures doivent se mettre en mouvement pour gérer le stock. C'est-à-dire enlever des VHU dans... Il y en a 9000 ici. Oui, donc il faut le faire. Et là, moi, je trouve que pareil, on commence, c'est dans la responsabilité élargie des constructeurs et qu'il faut gérer ça. Pareil, les véhicules qui sont accidentés, ils doivent très concrètement être mis dans les casques et non plus se retrouver... Et ça, je trouve que ça fait partie des éléments qui peuvent changer notre paysage et c'est pas mal. Voilà. Donc, très important. Et puis, ça doit être mis en place
avec les conseils régionaux et puis les associations environnementales. Oui, donc il faut que si jamais il y a oublié, il faut que les associations se mettent en mouvement pour que ça devienne réel, parce qu'il faut arrêter d'importer des trucs et puis après on fait comme si on regarde ailleurs quand ça commence à faire des champignons. Le problème se pose pour aussi l'électroménager. Il y a déjà, il y a une filière qui s'est mise en place. Vous avez maintenant, je crois que c'est à Sainte-Rose, il y a un très gros centre qui, voilà. Donc maintenant, c'est à nous aussi de devenir, enfin chacun. Et puis non, mais le ramassage se pose quand même. Oui, parce que routes, on voit encore beaucoup de machines à laver. Absolument. Mais aujourd'hui, il y a un système organisé. Après, c'est est-ce que les distributeurs, parce qu'ils sont censés, quand on va en racheter un, reprendre l'ancien, etc., est-ce que c'est fait? Pas toujours. Donc voilà, après c'est aussi le civisme de chacun, mais dans ce cas précis, la filière est en place. Et il y a 4 containers, je crois, qui viennent de la Martinique. Ça fonctionne comme ça en Martinique? Non, c'est une filière voilà, Martinique. Voilà, et ce centre de Sainte-Rose traite les déchets de la Martinique. Et ça aussi, c'est une bonne chose. C'est une mutualisation. Absolument. Donc nous pouvons faire des bails ensemble, quoi. Mais bien sûr, la preuve. Alors, notre dossier du jour, c'est sur la filière cheval. Alors, vous savez qu'on aime les courses. Voilà. Donc, il y a un conseil du cheval qui est présidé par monsieur Jacques Inoc. Normalement, c'est un Guyanais qui doit prendre les rênes d'ici bientôt, là, en juin-juillet. Et donc, ils ont décidé, donc c'est une filière qui vivait tranquillement ses petites affaires, mais elle a voulu, à travers un observatoire du cheval, regarder son poids, c'est-à-dire qu'est-ce que ça pèse et comment ça peut, à quel niveau ça contribue et comment ça peut aller plus loin. Effectivement, on découvre que la filière cheval aujourd'hui en Martinique-Guyane, c'est 11 millions de chiffre d'affaires. Alors, François, quand vous parlez de la filière cheval, vous parlez des jeux. Il y a les jeux, il y a les centres équestres, il y a toutes les activités connexes et les courses. Voilà, il y a 4 grandes familles et c'est tout ça. Ça fait 11 millions et ça fait 117 entreprises qui emploient à peu près 600 personnes. Et cette filière a des zones de progrès assez intéressantes. Par exemple, au niveau des courses, il faut savoir qu'il y en a à peu près 180 tous les ans, et qu'il y a une moyenne de 1 million d'euros versés sur ces 180 courses, ce qui fait plus de 6 000 euros engagés par course. Donc, c'est pas rien. Par contre, il y a des choses qu'il faut investir. Par exemple, il y a un hippodrome qui, normalement, devrait sortir à Anse-Bertrand. Voilà. Il est en construction. Voilà, donc pareil, on ne fait pas de trot ici, donc c'est comme Martinique, il y a une structure pour faire du trot. Et puis, il manque de jockeys. Pour courir, ils sont obligés de faire venir des jockeys, etc. Et puis, il n'y a pas de maréchal ferrant, il n'y en a qu'un. Vétérinaire spécialisé, il n'y en a qu'un. Donc il y a vraiment il y a de la place et deux, il y a beaucoup de besoins. Non seulement là j'ai parlé principalement des courses, mais pour toute l'activité, comment dire, écotourisme. Enfin voilà, on dit équin-tourisme qu'ils appellent ça. Équitourisme. Il y a de la place. Faire du cheval sur des sentiers balisés, des choses comme ça. Exactement, c'est exceptionnel. Donc voilà quelque chose qu'on a là. Donc pour l'instant, du fait de parce que là, c'est une activité qui, comme le business se réduit, ils sont un peu en difficulté, notamment certains centres équestres. Donc c'est une activité qui est là, qui vit par des passionnés, mais elle pourrait devenir un vrai relais économique si on en construit, si on l'organise. Donc c'est quand même intéressant. Dans une période de crise, on dit, bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a comme ça là des choses qui nous demandent. Faites du cheval. Exactement. Et puis un cheval, ça remplit plein de fonctions. Si vous avez des gens handicapés, ça peut leur les aider, des enfants, des machins. Voilà, c'est un animal qui a plein de qualités. Et on peut même en manger. On peut même manger. Donc, si vous voulez plus de... bon, moi, apparemment, j'ai cheval. Si vous voulez plus de... Comment dire, de détails, sur interentreprise.com, vous pouvez retrouver l'interview que nous avons faite avec M. Nock, ainsi que l'ensemble des éléments chiffrés qui montrent bien qu'il y a un vrai sujet. Et là aussi, ça peut être un moyen de développement en interrégion extrêmement intéressant. Et puis, petite brève, depuis le 1er mai, donc, bon matin, quoi, si vous voulez faire, enfin, ceux qui ont un petit peu de terrain, 2500 mètres carrés, un lotissement
vous êtes obligé de prendre un architecte. Oui. Donc, voilà, c'est une nouvelle obligation qui vient de tomber. Désormais, tous les lotissements qui font plus de 2500 mètres carrés, ils sont obligés d'avoir un architecte pour pouvoir poser tout ça, lotir, etc. On ne peut plus faire ça sous feuille. Maintenant, c'est obligatoire. Et puis, deuxième chose, la Banque européenne d'investissement cherche à faire du business dans les îles. Donc, c'est une instance européenne qui a un peu de sous. Et donc, ils ont du coup créé une plateforme. Ça, aux Antilles. Ils sont représentés par l'AFD. Enfin, voilà, ils travaillent beaucoup avec déjà tout ça. Mais ils veulent intensifier leur action. Donc, ils ont créé une plateforme. Oui. Et sur cette plateforme, ils ont mis à disposition des experts qui peuvent gratuitement aider à monter les dossiers, enfin faire connaître les lignes budgétaires, aider à faire monter le dossier. Et par exemple, Marie Galland a déposé un petit dossier. Oui, donc, donc ça fonctionne. Donc alors, allez voir. Oui. Et vous parlez de banque. Est-ce que vous saviez à quelle banque était rattaché Teddy Riner? Vous vous souvenez? Oui, j'ai vu ça. Oui, c'était. Non, ils étaient rattachés au Crédit. À la BDAF. BDAF. Il a changé? Oui, Crédit Agricole. Alors, le transfert, je ne suis pas arrivée à savoir le montant. Oui. Mais en tout cas, effectivement, Teddy Riner a changé de banque. Immigré, on va dire. Voilà, non, mais c'est le. Mais c'est quand même curieux ce moment où la BDAF et le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne se sont rassemblés. Donc ça devait donner plus de puissance à ces deux groupes. Vous savez, à des moments, quand les gens sont en train de négocier et qu'ils veulent quelque chose, le Crédit Agricole a dû renchérir plus. Et M. Riner, comme tout le monde, c'est peut-être pas forcément lui, mais c'est voilà, si l'autre vient. Je pense que le contrat avec la CEPA qui a fait la BDAF, c'était la BDAF à l'époque, arrivé peut-être à son terme, ou en tout cas dans le cadre de la fusion, elle était peut-être pas repris tel, et donc on lui a fait une offre, il a dit banco. De toute façon, c'est quelqu'un qui a une image, et cette image, on reste pas judoka toute la vie. C'est une image de poids. Et c'est une image de poids, donc effectivement, il a changé. Désormais, on verra avec la Banque Verte. Tout à fait. Voilà. À la prochaine fois. La semaine prochaine. Merci en tout cas, Francette Rosamond. Il est 13h26. On continue le journal en attendant notre chronique juridique, et c'est tout de suite avec Mendy. Merci Dani, qui en poursuit donc avec notre visite à la foire de Paris, avec cette fois la visite donc des stands de Guadeloupe, notamment celui de la cassavrerie de Capesterre-Belle-Eau et des bijoux artisanaux du Lamentin. Un reportage signé Maurice Sissi, notre correspondant à Paris. Effectivement, ça marche bien. Je ne peux pas dire le contraire parce que ça fait 8 années que je viens. Et aussi pour faire plaisir aux compatriotes et aux métropolitains, parce que c'est un grand rendez-vous en fait, de les ressourcer avec le manioc et tout ce qu'il y a autour. Vous pensez que les gens, depuis qu'ils ont su que vous étiez là, viennent vous chercher parce qu'ils ont envie de goûter à ça? Ah oui, ils me cherchent, ils m'appellent avant de venir, me demander si vous serez là à la foire de Paris cette année. Quelles sont les recettes cassaves que vous préparez ici à la foire de Paris? En fait, je fais du sucré salé. Je fais un salé du jambon fromage, du thon, tout ce qu'il y a autour du salé. Et je fais aussi du sucré coco, goyave, chocolat. Oui, je viens avec tout, ça part en cargo pour pouvoir confectionner les cassaves. Tout à fait, c'est une première. On a eu cette opportunité de venir et de présenter ici les produits. Donc on propose quoi? On propose des sacs en calebasse, en forme de tambour, et aussi des colliers, mais des colliers puisque énormément de personnes travaillent les graines, mais ce sont que des pièces uniques. Et un mélange de graines et aussi de pierres précieuses. Enfin, je mélange toutes les sortes, toutes les matières. Ces graines viennent de quelle plante en général en Guadeloupe? Donc on a j'utilise beaucoup de savonnettes, j'utilise beaucoup de la graine de wawa, l'œil de bœuf. Il faut savoir aussi que pas mal de graines qui sont proposées ici font partie d'une plantation que j'ai faite pour ne pas avoir à aller trop cueillir dans la nature et trop chercher. Donc j'ai ma matière première aussi, ou la plupart de ma matière première à portée de main. Effectivement, tout est beau. On n'hésite pas à mélanger aussi les fruits, parce que je travaille aussi, par exemple, la pomme cannelle, qu'on connaît en fruit, mais qu'on peut aussi travailler en boucle d'oreille. Quel que soit le fruit, j'essaye de transformer. Un engouement surtout pour les sacs en calebasse en forme de tambour. De par l'originalité du produit
et aussi toute la finition qui est apportée sur cet article-là, avec du bazin à l'intérieur, une petite poche et toute la finition que vous avez, voyez. On peut aussi venir avec son tissu et je confectionne aussi, d'accord, vous avez un vêtement, vous décidez que c'est du rouge, c'est du... Je vous le disais, on va parler de mode avec le casting donc de l'Elite Model Look Anti-Guyane qui recherche donc ses nouveaux visages. Une tournée donc de 3 castings a été organisée, une en Guyane, une autre en Martinique et donc en Guadeloupe. C'était donc au centre commercial de Destrélan. Samedi dernier, au terme de cette tournée, 10 candidates vont être donc sélectionnées parmi les 3 départements pour participer donc à la finale Anti-Guyane qui va se dérouler le 13 mai prochain. Retour de cet événement, un reportage signé Olivier Moradel. Casting Elite est le 2e de cette tournée 2017. Donc le premier casting a eu lieu en Martinique la semaine dernière et donc cette semaine c'est au tour de la Guadeloupe. Donc on a déjà accueilli une bonne 50aine de filles et présélectionné une bonne quinzaine. Pour intégrer ce casting, les critères sont simples. Il faut être âgé de 14 à 22 ans et mesurer au minimum 1m72. Dans un premier temps, en fait, on a un casting en Guyane mercredi prochain. Et à l'issue de ces 3 castings, on va sélectionner 10 jeunes filles qui sont 10 finalistes anti-Guyane qui vont participer dans un premier temps à un bootcamp de 3 jours qui va servir justement à préparer les filles à la finale qui est prévue le 13 mai au centre commercial d'Estrélan. Donc en fait, lors de cette finale qui va être un show défilé donc, qui va réunir à la fois des artistes mais aussi les jeunes filles qui se seront entraînées pendant les 3 jours. On va élire justement une grande gagnante qui sera en fait la gagnante Elite Model Look Anti-Guyane 2017. Et cette jeune fille donc partira à la finale internationale qui est prévue au mois de novembre. Pour l'instant, je ne sais pas encore où. Je trouve que le casting devient de plus en plus intéressant dans la mesure où je crois qu'aujourd'hui le message il est passé. C'est-à-dire que le concours Elite Model Look, c'est vraiment un concours de mannequins. Ici, on est plus dans une culture de Miss. Donc c'est vrai que les premières années, on avait un peu, je ne veux pas dire de tout et n'importe quoi, mais vraiment des jeunes filles qui tentaient leur chance pour tenter leur chance. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même vraiment un message qui est passé et où les gens comprennent que c'est un concours de mannequins avec des critères vraiment particuliers qui ne sont pas des critères de Miss. Gagner le concours Elite l'année dernière m'a permis de partir à Lisbonne pour faire la finale internationale. C'était une super expérience où on a eu un bootcamp de 10 jours. J'ai rencontré d'autres gagnants du monde entier. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu du coup faire le show final qui était un super show très grandiose. Et du coup, cette année, je passe mon bac. Donc du coup, je suis à l'école et j'ai pour projet l'année prochaine de partir à Paris pour travailler avec Elite. Devenir mannequin, ça a toujours été un rêve. Depuis toute petite, je veux le faire. J'ai toujours voulu faire ça et justement, j'ai vu en ce concours l'opportunité de pouvoir justement réaliser ce rêve et être mannequin à l'international, défiler pour les plus grands, être maquillée. C'est toujours ce que j'ai voulu faire en fait. Et en bref, ce matin avait lieu la conférence de presse de lancement du festival Terre de Blues. Donc c'était au Memorial Act. Cette année encore, de nombreuses pointures feront le déplacement sur l'île de Marie-Galante. Donc pour 4 jours de festivités avec une invitation cette année à célébrer la négritude. Mais ce soir, nous en parlerons dans notre édition avec Harold Delus. Et en plus, j'allais dire, nous serons en direct de Marie-Galante. Oui, le scoop. Voilà, on dit, moun Marie-Galante, préparez bébé pour nous, échaudage. On sera là comme l'année dernière en direct. Et on va vous rencontrer. Mendy sera là, je serai là, Xavier Cordoval sera là. Donc ce sera un spécial Marie-Galante pendant quelques jours. Donc mettez en route. Mais voilà, donc pour l'instant, donc on marque une courte page de publicité. On reviendra avec la chronique juridique. Tout à fait. À tout de suite. Voilà, il est 13h38 avant de conclure le journal. On va une dernière fois parler de l'association des Amis de l'Aisne qui a célébré son 40e anniversaire. C'est ça, même plus que ça. L'association culturelle guadeloupéenne donc des Amis de l'Aisne fêtait son 46e anniversaire. 46e effectivement. Je les ai rajeunis. En rendant hommage donc en mémoire de leurs ancêtres. Ça s'est passé donc au centre culturel Réminé-Souta au programme ouverture au son de tapou, projection, danse. Retour sur cet événement historique, un reportage signé Vianney Valverde.
Depuis plus de 30 ans, j'ai créé l'association des Amis de l'Inde pour l'antenne de danse en 1987 et j'ai mené cette école de danse pour les Amis de l'Inde jusqu'en 2005. Tous les élèves qui ont pu participer avec moi ont appris la danse de Bharatanatyam, la danse traditionnelle issue du Kathakali, du sud de l'Inde, le Kathak, le Mohiniyattam et bien sûr le Bollywood. Et jusqu'à aujourd'hui, 46e anniversaire de l'Association des Amis de l'Inde, ma troupe de danse, appelée Om Shanti, a donné le spectacle ce soir au nom de cette association. Donc, je peux inviter tous ceux qui le souhaitent à venir apprendre la danse indienne avec moi à Port-Louis, chaque samedi après-midi de 15h à 17h. C'est vraiment une valeur importante de transmettre la culture indienne. Et maintenant, je dis souvent la culture indo-guadeloupéenne, puisqu'elle nous appartient en Guadeloupe. Nous sommes le peuple de la Guadeloupe, composé de plusieurs origines. Et c'est une fierté pour nous de montrer et de faire partager toute notre culture venue de l'Inde avec nos compatriotes guadeloupéens. Nous voulons faire connaître ce qu'est l'Inde en organisant des voyages de Guadeloupe vers l'Inde, ainsi que le yoga. Nous avons un atelier yoga au sein de cette association. Et il y a pas mal de personnes qui viennent pour faire du yoga. Aujourd'hui, nous fêtons les 46 ans de cette association avec comme président M. Sicharm et tous les membres actifs de notre association. Au jour où nous sommes, ça fait 46 ans que l'association existe. Elle a été créée avec beaucoup de difficultés. En 1971 maintenant, c'est la grande foule qui s'est déplacée à Minnesota parce que le groupe au préalable ne s'est pas disloqué, a persévéré, ne s'est pas découragé. Et ce jour-là, c'était l'Assemblée générale constitutive, le 25 avril 1971, date à laquelle cette association prend naissance sous la présidence du docteur Cheikh Modine. Alors, on a apporté une réflexion en 1981. Au cours de cette réflexion, nous avons changé le titre de l'association et on a mis Association culturelle guadeloupéenne des Amis de l'Inde. Et à partir de ce moment-là, les gens ont bien compris. Et notre cheval de bataille, c'était d'aller aussi dans la population pour leur expliquer pourquoi nous avons créé cette association. Alors depuis cette date, cette association continue de plus belle, on refait surface et nous organisons nos manifestations tranquillement, tout doucement et sûrement. 13h41 dans le ZCL et comme prévu en direct de RHT, je vous l'ai dit, notre rubrique, notre chronique juridique. Et aujourd'hui, Marie-Lisa, bonjour. Bonjour Danick. On va parler de l'ordonnance de non-conciliation. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, beaucoup de téléspectateurs nous ont interpellés là-dessus. Nous avions abordé lors de précédentes chroniques la procédure de divorce. Il faut savoir que tous les divorces, excepté le divorce par consentement mutuel, débutent par une requête qui va être déposée au nom de l'époux demandeur. Cette requête, elle va être communiquée à l'époux défendeur et il va y avoir ce qu'on appelle une audience de conciliation où le juge va s'assurer de la volonté de divorcer des parties. À cette audience de non-conciliation, on peut encore changer d'avis? On peut changer d'avis, Danick, jusqu'à ce que le jugement de divorce intervienne. D'accord. À n'importe quel stade de la procédure. Alors, lors de l'audience de non-conciliation, le juge va statuer sur ce que l'on appelle des mesures provisoires. Par exemple, sur le devoir de secours qui va être accordé à un époux, sur la pension alimentaire. Oui. Il va décider qui va rester dans le domicile conjugal. Par exemple, voici le type de mesure provisoire que le juge pourra prendre lors de l'audience de conciliation qui va déboucher sur une ordonnance de non-conciliation.
Alors, est-ce qu'on est vraiment divorcé après cette ordonnance de non-conciliation? Du tout. L'ordonnance de non-conciliation est un acte important pour le divorce parce que, à travers cette ordonnance, le juge aux affaires familiales va autoriser les époux à assigner en divorce, notamment l'époux demandeur à 3 mois pendant lesquels il sera le seul à pouvoir assigner en divorce. Passé ce délai de 3 mois, bien évidemment que l'autre époux pourra également lancer l'assignation en divorce. Alors, est-ce qu'il est possible de faire modifier par le juge les mesures prévues par l'ordonnance de non-conciliation? Oui, il arrive que le juge délivre son ordonnance de non-conciliation, que les parties n'assignent pas pour autant en divorce, et que la situation des époux ou des enfants change. Par exemple, l'un des époux va perdre son travail, ou va en trouver un, ou va déménager. Alors la loi prévoit que le juge aux affaires familiales pourra être saisi sur requête et statuer sur ces mesures provisoires dès lors qu'il y aura un élément nouveau. La loi prévoit également que le juge aux affaires familiales peut statuer sur d'autres demandes provisoires qui n'auraient pas été faites lors de l'audience de conciliation. Et quelle est la durée de cette ordonnance de non-conciliation? Alors, elle a une durée de 30 mois. 30 mois à compter de son prononcé et qui se termine au jour de l'assignation en divorce. Passé ce délai, l'ensemble des demandes est caduque. Et il faudra reprendre la procédure à zéro avec une requête, une conciliation à nouveau. Juste une précision du fait que la loi sur le divorce a évolué, qu'on passe maintenant sur le notaire, est-ce que ça intervient dans ce cadre-là? Est-ce que ça change le dispositif? Je vous ai dit en fait que ça ne change pas le dispositif pour ce qui concerne les autres divorces. Oui. Ce dont vous me parlez est propre au divorce par consentement mutuel. Oui. Pour les autres divorces, on reste dans la configuration classique, requête, ordonnance de non-conciliation, assignation en divorce. Alors, je rappelle à ces téléspectateurs que s'ils veulent qu'on intervienne, que nos juristes, avocats interviennent sur un sujet particulier, il y a le ZCL.TV, il y a aussi le Facebook du ZCL, il y a aussi le Facebook de Maître Bernier. Alors, c'est quoi le Facebook de Maître Bernier? Marisa Bernier. Tout simplement. Et le Facebook de Maître Calvaire aussi. Et vous pouvez poster vos questions. Et à ce moment-là, une semaine avant, et on intervient en direct dessus. Voilà, c'est aussi simple. C'est ce qui s'est passé avec ce téléspectateur qui m'a envoyé toutes ces questions auxquelles j'ai tenu à répondre. Profitez, on a envie de le dire, mais enfin, c'est pratiquement une consultation qui ne vous coûte pas plus cher qu'un post sur le Facebook, mais il faut le faire. Voilà. Marisa, on vous remercie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique juridique. Tout à fait. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Il est 12h, pratiquement 14h, presque 14h dans le ZCL. On se retrouve demain. Pas d'émission politique demain, puisque nous sommes à la veille des élections, mais le ZCL normal reprendra mardi prochain, puisque lundi c'est férié. Et je rappelle que nous serons en Marie-Galante à partir de la dernière semaine du mois de mai. Terminé.